Bonsoir à tous, on se retrouve en ce lundi de Pâques, 6 avril, avec Monsieur Debras. Je vais laisser Astrid introduire tout ça. Oui, bonjour tout le monde. Déjà, joyeuse Pâques à tous. J'espère que vous avez bien profité de cette belle journée ensoleillée. Alors aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir François Debras à la radio, professeur à l'UNAMUR, à l'Uliège, à l'ELMO, remplaçant à l'ULB, on ne l'arrête plus. Et pour commencer, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Est-ce que tu ne ferais pas directement la pub de Monsieur Debras ? La pub ? Avec son livre qui vient de sortir. Oui, mais je voulais en parler plus tard. D'abord, essayons de connaître qui est devant nous. Ok, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle François Debras. Comme ça a été dit, je suis professeur en sciences politiques à l'Université de Liège et à ELMO, la Haute École Libre Mosane à Liège. Mais effectivement, je donne un cours à l'Université de Namur en analyse des discours et un remplacement aussi à l'Université de Bruxelles en analyse des discours, mais plutôt appliqué là au cas des médias et du journalisme. Et donc, en fait, un petit peu mon parcours, moi j'ai fait des études de communication et de journalisme en bachelier, puis une passerelle en sciences politiques, et alors j'ai fait une thèse de doctorat en sciences politiques et sociales sur l'analyse des discours d'extrême droite. Donc en gros, mon travail, qu'est-ce que c'est ? C'est je me lève le matin, j'arrive au boulot, j'ouvre mon ordinateur et j'écoute des discours politiques d'extrême droite toute la journée, ce qui j'avoue à la fin de la semaine, vers le vendredi matin, vendredi soir, je suis un petit peu sur les genoux. Et donc, pour me redonner le sourire, en général, le week-end, j'analyse des discours complotistes. L'idée, l'idée, c'est toujours un peu la même chose. C'est en fait, je suis un passionné des discours. C'est pas tant de dire c'est bien, c'est mal, j'aime bien, j'aime pas. Mais c'est plutôt, en fait, d'écouter un discours et de me poser la question de savoir, quand j'écoute ce discours, quelles sont les émotions qui sont mises dans ce discours, quels sont les mots qui sont utilisés, peut-être quelles sont les idéologies qui se cachent derrière les mots et comment ce discours m'amène, parfois malgré moi, à adhérer à une conclusion ou à une proposition politique qui n'était pas du tout celle que je pouvais défendre de prime abord. Et donc c'est vraiment comment le discours crée des ponts empathiques, émotionnels, identitaires avec les personnes qui écoutent, et comment on nous amène à adhérer ou à soutenir certaines propositions politiques. Super, en analyse des discours, tout le temps. Est-ce que vous sauriez nous expliquer brièvement vos activités ? Peut-être en dehors de l'université aussi. Mes activités en dehors de l'université, je fais quand même. C'est difficile de trouver du temps pour moi, mais en même temps, j'adore mon travail. Donc, en dehors de mes cours, j'ai lancé avec mes étudiantes et mes étudiants, notamment de l'université de Liège, j'ai lancé une chaîne de podcast qui s'appelle Popex. POPEX, donc Popex qui est l'abréviation de populisme et extrémisme, où l'idée c'est vraiment aussi de sensibiliser à la question de l'extrême droite, à la question du populisme, à la question du conspirationnisme, à toutes ces visions du monde tout à fait spécifiques qui se retrouvent aujourd'hui au sein de la société et peut-être massivement aussi grâce aux réseaux sociaux. Et c'est un peu de déconstruire tout ça avec mes étudiantes et mes étudiants, mais aussi de déconstruire aussi les dangers qui pèsent sur les démocraties aujourd'hui en tant que régime, en tant que forme de société, pour essayer de mieux comprendre donc ces évolutions contemporaines. Alors à côté de ça, je voyage beaucoup à gauche et à droite, j'écris un bouquin, mais apparemment on y reviendra, et j'ai une passion qui me permet un peu de sortir de tout ça, c'est je fais du modélisme, ce qui est en fait vraiment travailler sur du micro, et en fait c'est tellement petit et il faut tellement se concentrer que ça me vide complètement l'esprit, et ça me permet vraiment de penser à rien d'autre. Et puis finalement j'adore quand même lire un bouquin dans mon jardin au soleil, ça reste quand même la plus grande de mes passions. Et est-ce que vous sauriez nous dire un peu les valeurs qui vous guident au quotidien ? C'est un peu une question phare maintenant qu'on pose à tous nos invités. Les valeurs qui me guident au quotidien, alors pas simple. Peut-être que je pourrais dire une des valeurs qui m'anime, c'est si je suis enseignant, si j'aime ce que je fais, si j'éprouve énormément de passion dans mon travail, c'est que j'ai vraiment un amour pour l'idée du partage, cette idée de créer des ponts entre les étudiantes, les étudiants et les professeurs, entre l'université et la société civile, entre les générations, entre les milieux. Donc il y a vraiment cette idée, je pense, de partage, d'apprentissage, d'émancipation par la recherche et la tentative de compréhension. Et donc je crois que je me présenterai comme ça. Je me dirais qu'en tant qu'enseignant, je crois forcément au partage. Si je crois au partage, je crois aussi aux jeunes et aux générations futures. Et donc forcément, je reste un éternel optimiste. Et alors, c'est un peu une question à part. Est-ce que vous sauriez nous faire un peu votre top 3 des films, séries, mais aussi livres
qui vous plaisent le plus, qui vous intéressent le plus, un peu les immanquables dans votre bibliothèque? En bouquin... Ah, ça c'est une bonne question. En fait, j'en ai plein. Je vais peut-être pas un auteur comme ça. L'intégrale de cet auteur, moi je le trouve incroyable. C'est David Van, qui a été publié chez Gallmeister. C'est pas les ouvrages les plus folichons et les plus joyeux. En général, c'est même très sombre. David Van est un auteur qui a perdu son père. Son père s'est suicidé quand il était assez jeune. Et donc, c'est un thème qui revient très souvent dans ses ouvrages, mais qui questionne énormément de choses sur le rapport à sa famille, le rapport à la société, la recherche du bonheur, la question de la tristesse, la question de la capacité d'action sur le monde qui nous entoure, et toujours dans des environnements un petit peu spécifiques, que ce soit notamment dans un de ses ouvrages, il parle d'une jeune fille qui va, je crois que c'est toutes les semaines ou tous les week-ends, dans un aquarium, et qui est fascinée par les poissons et qui se lie d'amitié avec un retraité qui lui parle des poissons, mais à travers les poissons, ça lui parle de la vie aussi, ou alors à travers un enfant et son père qui vont chasser et qui vont se reconnecter un peu à la nature dans les bois. Finalement, moi je suis plutôt contre la chasse, mais bon, mais en fait c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est en même temps comment on se retrouve dans la nature avec son père, etc. Enfin, c'est des thèmes qui moi me parlent beaucoup, et donc David Van, incroyable, pas du tout joyeux. Donc si on a une période de tristesse ou de mou, faut pas lire David Van. Mais sinon c'est un auteur que j'adore, tout à fait incroyable. Sinon, à côté de ça, en ouvrage peut-être que je trouve aussi complètement unique, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La maison dans laquelle, qui est aussi Là, c'est incroyable. Alors, j'ai plus l'autrice en tête, mais La maison dans laquelle, c'est l'histoire en fait de jeunes enfants qui sont un peu comme orphelins dans un orphelinat, donc dans une maison. Et en fait, l'histoire raconte leur vécu, mais à travers leur regard. Et donc, quand on est enfant, il y a toujours le côté où on a des totems, on se qualifie par des noms d'animaux, donc ils s'appellent pas par leur prénom, mais par leur totem, et on ne sait jamais ce qui est vrai ou ce qui est faux, parce que quand on est petit, quand on est enfant, on imagine énormément de choses, on se projette dans énormément de choses, et donc on ne sait pas très bien. La maison, elle a l'air bizarre, les surveillants ont l'air un petit peu bizarres, c'est toujours à la frontière entre le fantastique, le merveilleux, etc. Et donc c'est incroyable aussi de se laisser porter par des histoires d'enfants qui nous rappellent à la fois nos joies, nos peurs de quand on était plus jeune aussi, donc passionnant aussi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire un truc un petit peu particulier? Non, rien à faire. Alors, je vais le prendre. Moi, mon absolu, ça reste quand même Sur la route de Kerouac. Voilà, ça c'est un peu le classique qui pour moi est plus que nécessaire d'avoir lu, avec une fin qui m'a retourné, un milieu qui m'a retourné et un début qui m'a retourné. Donc Sur la route de Kerouac, incroyable, de la Beat Generation. Ça raconte les États-Unis, ça raconte la liberté, mais au sens vraiment le plus large et le plus plein possible. Ça raconte les espoirs, les désenchantements. Ça raconte l'envie de poursuivre ses rêves ou finalement se faire rattraper par la réalité. Incroyable. Voilà, un tome 3. Et un bon top 3. Peut-être un film ou une série à recommander sur le côté? Encore une grande question. Oui, mais c'est une bonne question, parce qu'en fait, au dépourvu, on se dit, il y a le film du moment, ou il y a le film qui m'a marqué tout au long, c'est pas toujours la même chose. Ouais, un film complètement Nocturnal Animals. Qui est un film particulier. C'est plein de petites histoires qui sont racontées à travers différents regards. Et en fait, ce que je trouve incroyable dans ce film, c'est qu'il est très violent, mais violent entre guillemets, au sens où pas de la violence physique, mais en fait c'est des émotions brutes qui sont mises à l'écran, et ces émotions se reflètent à la fois dans les scènes, dans les jeux d'acteurs, mais aussi dans la façon dont c'est filmé. Donc en fait la caméra change en fonction qu'il y ait une ambiance de peur ou d'excitation, etc. Les filtres de couleurs changent également aussi. Donc je pense que c'est un film incroyable, tant à voir sur le fond que sur la forme. Et alors, pour terminer cette partie avant une petite pause musicale, est-ce que vous avez un objet insolite sur votre bureau? Oui.
J'ai un truc assez particulier. Je crois que ça faisait... Quand j'ai défendu ma thèse de doctorat à l'université de Liège, en fait, le service informatique de la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie est venu m'apporter un petit cadeau. Et en fait, ce petit cadeau, donc ils ont acheté au service informatique une imprimante 3D. Et en fait, ce petit cadeau, c'est un ouvre-lettres, un couteau pour ouvrir les lettres. Sauf que ce couteau est particulier puisque c'est Frostmourne. Et Frostmourne, pour ceux qui connaissent, c'est l'épée d'Arthas. Arthas, c'est un des méchants dans World of Warcraft. Enfin, dans Warcraft 3 et puis World of Warcraft. Et donc, en fait, j'ai eu une période un petit peu geek quand j'étais ado. Le service informatique le savait très bien. Et donc, ils sont venus m'offrir cette espèce d'épée d'Arthas Frostmourne en impression 3D pour ouvrir mes lettres. Incroyable. Trop chouette. C'est un vrai chouette et c'est vraiment insolite. Ouais. Ah oui, je crois que, je sais pas, beaucoup de monde ont ça pour ouvrir leurs lettres avec Frostmourne, qui est une épée démon en plus. Enfin, il y a toute une histoire autour de l'épée. Enfin bon, bref. Oui, elle est... Ok. Et donc, on va partir pour une petite pause musicale avant de repartir en deuxième partie. Et... on se retrouve pour cette deuxième partie. Je vais vous redire bonsoir, mais ça n'a absolument aucun sens. Et rebonsoir. Et donc, nous voilà pour cette deuxième partie. Et c'est Astrid qui va commencer. Parfait. Alors, on en a déjà parlé un peu avant du podcast Popex, mais est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu en détail dessus et surtout la raison pour laquelle vous l'avez créé ? La raison pour laquelle je l'ai créé, en fait, j'ai eu la chance pendant 2 ans d'être financé par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour mener une enquête sur comment est-ce que les jeunes perçoivent l'extrémisme. Donc c'est une enquête qui a été menée, alors quand on dit les jeunes, bien sûr, c'est multiple, c'est varié, mais donc la porte d'entrée, c'est je suis allé dans une quinzaine d'écoles, d'établissements, une vingtaine d'établissements secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis allé dans différentes classes de réto et j'ai pu à la fois discuter avec des profs d'histoire, de français, de morale, de religion, de CPC, de géographie, de sciences humaines et sociales, mais aussi on a organisé donc des questionnaires et des tables de discussion, des focus group avec entre 7 et 15 élèves qui étaient autour de la table et on parlait un peu de politique, on parlait de l'extrémisme, on parlait des discours, comment ils percevaient le monde, est-ce qu'ils étaient satisfaits en fait de la politique telle qu'elle s'organisait aujourd'hui ou pas. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que je me suis rendu compte que à la fois ces jeunes, il faut casser cette idée reçue que en fait la politique ne les intéresse pas. Ce n'est pas vrai. En fait, peut-être que l'histoire de la Belgique fédérale, c'est pas leur tasse de thé, c'est pas leur cours préféré en 6e secondaire, mais en fait, s'ils abordent peut-être pas la politique au travers des institutions et de l'histoire de la Belgique fédérale, en fait, ils débordent d'envie de discuter de valeurs, que ce soit l'écologie, que ce soit la situation en Palestine, à Gaza, la situation des Ouïghours, que ce soit la question du féminisme. J'ai rencontré moi des classes qui voulaient féminiser des lieux dans leur commune ou dans leur école, qui voulaient faire des potagers collectifs, qui voulaient tirer au sort les délégués de la classe pour que ce soit pas toujours les mêmes premiers de classe qui aillent discuter avec les enseignantes et les enseignants. Et donc je me suis rendu compte qu'ils voulaient parler de beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas toujours les moyens. Et de l'autre côté... Je vais juste vous interrompre parce que j'ai un peu une petite question de précision. Dans la vingtaine d'écoles auxquelles vous avez été, je sais qu'il y a pas mal de rapports qui pointent la Belgique pour la très grande disparité, à la fois en tant que de niveau au sein des établissements, mais aussi des milieux sociaux où les gens se regroupent fort par classe également en Belgique. Est-ce que dans les 20 écoles que vous avez été voir, il y avait vraiment eu la volonté de voir toutes les classes sociales, de voir tout... Ouais, donc effectivement, donc c'était toute filière, tout réseau, tout indice socio-économique. Donc à la fois, je suis allé dans des CFA, des centres de formation en alternance, mais je suis allé aussi dans des écoles entre guillemets plus huppées. Et donc j'ai pu rencontrer différents groupes. Ce qui était intéressant, c'est que si mes focus group duraient 1 heure, j'ai dû chaque fois les couper. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes voulaient toujours... Alors au début, il fallait un petit peu les motiver, un petit peu
les pousser comme ça. Mais finalement, j'ai dû toujours couper et mettre fin à nos discussions. Ça a été hyper enrichissant de discuter. Il y a des thématiques qui sont très proches, il y a des réflexions qui sont très proches. Donc, bien sûr, leurs réponses ne sont pas toujours les mêmes. Je pense par exemple à la question de l'écologie, les questions égalité femmes-hommes, la question même de la dégradation de biens publics ou d'œuvres d'art, par exemple, qui est une question qui revient assez souvent dans le débat chez elles et eux. Ils n'ont pas toujours les mêmes réponses, mais en tout cas, les interrogations sont là. Donc ça, c'est intéressant. Les débats, les discussions sont... Enfin, très vite, on revenait aux mêmes enjeux. Donc autant, c'est vrai qu'il y a des écoles que j'appellerais en fait des machines de compète qui sont où les étudiants sont formés au débat, vont visiter le fort de Brandunk, vont regarder un film, vont prendre un autocar pour aller visiter le Parlement à Bruxelles ou à Strasbourg, et autant il y a d'autres écoles qui sont beaucoup plus démunies quant aux moyens et quant aux possibilités, quant aux invités qui peuvent venir en classe, etc. Mais du coup, par rapport à ça, autant on a des jeunes qui ont envie de dialoguer, autant ils ont l'impression de ne pas toujours avoir la place, ou parfois d'être jugés, avec cette fameuse, comme on a pu dire par le passé à Greta Thunberg, finis tes études et après tu pourras donner ton avis. Et donc il y a un côté très paternaliste ou d'imposition de la théorie aux jeunes, qui se sentent souvent étouffés. Certains ont marché pour le climat, par exemple, plusieurs semaines d'affilée, ils se sont dit rien n'a changé. Donc il y a une envie de dialoguer, il y a une envie d'échanger, mais il n'y a pas toujours la place. Et alors je me suis rendu compte aussi que des enseignantes et des enseignants parfois manquaient de moyens, ne pouvaient pas faire un espèce de suivi comme ça de l'actualité politique, voire parfois avaient peur de donner leur avis, au sens où, bah tiens, si je dois parler de la gauche, je dois forcément parler de la droite. Est-ce que si je dois parler de l'extrême droite, est-ce que je dois parler de l'extrême gauche? Là où le passé, c'est plus facile. On a des sources et on peut dire c'est comme ça, point, voilà comment l'histoire, la littérature raconte en fait la Seconde Guerre mondiale, la chute de l'URSS, etc. Donc c'était assez compliqué pour elles et eux, et donc c'est dans cette idée que je me suis dit, tiens, pour répondre à la question, il y a peut-être une place pour essayer de donner des outils ou des réflexions. Moi, j'aime beaucoup les podcasts et je me suis dit, tiens, ça peut être un outil qui peut être intéressant pour elles et eux, des profs avant d'aller en classe ou qui écoutent ça le week-end ou le mercredi après-midi. Tiens, peut-être que c'est pas exactement ce qu'elles peuvent donner à leurs élèves, mais peut-être que pour ces enseignantes et ces enseignants-là, ça peut être une première porte d'entrée, d'avoir une grille de compréhension des outils et des grands concepts, et après qu'elles peuvent travailler. Et donc après, moi j'ai lancé ça tout seul, et je suis assez... je suis très heureux de voir que beaucoup de mes étudiantes et de mes étudiants essayent de participer aussi à ces logiques-là. Donc Popex, c'est un podcast sur Spotify. Il y a des vidéos des mini-vidéos minutes qui ont été tournées sur YouTube aussi pour expliquer en 10 minutes la démocratie, en 10 minutes les fake news, en 10 minutes l'extrême droite, en 10 minutes l'extrême gauche aussi. Donc il y a plein d'idées comme ça. Il y a des ateliers radio avec mes étudiantes et mes étudiants où on décrypte en fait différents discours. Donc c'est assez multiple et assez varié, et assez satisfait de voir qu'on a gagné le prix du podcast belge francophone en 2025 pour les productions Popex. Popex a aussi été reconnu par UNIA comme un outil pédagogique et de sensibilisation, et c'est aussi utilisé par des plateformes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les enseignantes et les enseignants comme ressources pédagogiques. Donc ça marche bien, on est super contents, et je crois que ça répond à une demande. Et par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai un peu sur le fait que les professeurs ont parfois du mal d'aborder le sujet, que ça leur fait du bien, entre guillemets, d'avoir une boîte à outils. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a eu un effet Samuel Paty? Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a plusieurs années, un professeur d'histoire qui a montré des caricatures de Charlie Hebdo pour aborder la question de la liberté d'expression, et avec plein... Enfin, c'est une affaire qui est très compliquée, mais il a fini par être assassiné. Et donc, je sais qu'en France, ça a été beaucoup pointé du doigt par beaucoup de médias et par quelques chercheurs en disant que ça a fait peur à beaucoup de professeurs. Est-ce qu'il y a eu un effet aussi en Belgique francophone, et est-ce que c'est pour ça aussi que avoir des outils extérieurs qui ne sont pas directement liés aux professeurs, ça aide à pouvoir parler de politique et d'actualité? Oui, en tout cas,
Le cas de Samuel Paty est revenu dans plusieurs entretiens que j'ai eus avec des enseignantes et des enseignants qui m'en ont parlé, qui ont abordé la question des discussions en classe, de la place pour le débat en classe, de la sensibilité des étudiantes et des étudiants. Et effectivement, il y a un sujet qui revenait assez souvent et un mot qui était assez mobilisé par les élèves que j'ai pu rencontrer. Et encore une fois, tout réseau, tout filière confondu, c'est la question du respect. Et beaucoup en fait, d'étudiants que j'ai pu rencontrer ne comprennent pas en fait, la question du blasphème et ne comprennent pas pourquoi on ne pourrait pas en fait, attaquer une personne sur sa couleur de peau et sa nationalité, mais on pourrait le faire sur sa croyance. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation que j'ai retrouvée dans plusieurs groupes. Et alors là, il y a tout un travail de le faire avec sensibilité, avec pédagogie, avec attention. Et souvent, c'est vrai qu'on a un réflexe auquel il faut faire attention, c'est on aime bien organiser des débats ou des discussions en classe. Et très souvent, en fait, le débat va plutôt diviser la classe, va plutôt créer des blessures chez certains jeunes qui vont se sentir attaqués dans leurs croyances, dans leur identité, dans leur communauté. Et donc l'idée, c'est pas de diviser, mais c'est d'essayer de rassembler et de voir comment on peut créer des ponts et dialoguer ensemble de certains sujets, voir quelles sont on parlait tout à l'heure, des valeurs finalement qui nous animent collectivement. Et là, je pense qu'il y a une place ou un besoin en tout cas, d'ouvrir les écoles. Vraiment, ça paraît peut-être un petit peu bateau, mais on revient aussi sur la question tout à l'heure, il y a un manque de moyens par rapport à certaines écoles, donc c'est pas facile. Mais moi, je pense qu'il y a une nécessité d'ouvrir les écoles à soit des associations, soit des collectifs, soit des spécialistes de certains domaines, soit des visites, comme tout à l'heure, on parlait du fort de Brendong, il y a les territoires de la mémoire aussi à Liège qui existent. Et je crois qu'il y a un ensemble d'acteurs et d'actrices qui existent et qui ont besoin, en fait, de donner un souffle en fait à toutes ces questions que les jeunes se posent aujourd'hui et qui mettent parfois les enseignants dans une posture spécifique, puisque un enseignant il doit rester alors neutre entre guillemets vis-à-vis de sa classe, c'est-à-dire que c'est pas à lui de faire du militantisme, c'est pas à lui de dire tel parti ou tel parti. Et je crois que cette idée de à la fois la question d'amener différents regards, d'avoir une compétence dans certains domaines peut se faire justement par des personnes qui sont en dehors de l'école. Alors on dévie un peu de cette question-là, mais on parle beaucoup du populisme, surtout qu'on le lie avec les extrêmes, et plus particulièrement l'extrême droite. Est-ce que vous sauriez nous expliquer un peu ce qu'est l'extrême droite, un peu peut-être pourquoi on parle autant de populisme sans forcément rentrer dans le cœur, mais aussi comment est-ce qu'il s'insère dans notre vie quotidienne, comment toute cette question de l'extrême droite est beaucoup plus présente que ce qu'on peut croire. Alors, je crois qu'il faut distinguer populisme et extrême droite, c'est pas la même chose. Parfois, c'est vrai, on les utilise comme synonymes, or ça renvoie à des champs et à des concepts qui sont très différents les uns des autres. Le populisme, c'est plutôt... Alors bien sûr, dans le débat politique, le populisme, ça peut être une injure. Vous êtes un populiste, en fait, ça signifie vous faites du simplisme, de la démagogie, vous essayez d'instrumentaliser les foules. À côté de ça, il y a tout un pan de la littérature qui va interroger le populisme plutôt comme un type de discours ou une rhétorique bien particulière. C'est-à-dire que cette rhétorique, en fait, peut se greffer sur différentes idéologies, qu'elles soient d'extrême droite ou même de gauche, par exemple. Et en fait, cette rhétorique, comment est-ce qu'elle s'articule ? C'est une rhétorique qui va d'un côté vanter tous les mérites, toutes les vertus d'un peuple, un peuple qui va être présenté comme homogène, comme travailleur, comme majoritaire, et qui va opposer systématiquement ce peuple à des élites qui vont être présentées donc comme minoritaires, qui vont être présentées comme paresseuses ou profiteuses, et également comme hétérogènes, c'est-à-dire des élites qui ne partagent pas grand-chose, à part peut-être l'envie de gagner plus d'argent ou de se faire réélire. Et donc le populisme, ça va être une façon de s'exprimer qui va diviser en fait en deux entités dans son discours, d'un côté le peuple contre des élites. Après, si c'est un discours, ça ne nous dit pas énormément de choses sur la nature du populiste ou du parti populiste et sa vision, son idéologie et les valeurs qu'il porte. On peut avoir des populismes identitaires qui vont définir le peuple essentiellement sur une base ethnique, nationaliste, sur une couleur de peau, contre un autre, entre guillemets, étranger, dangereux, criminel qu'on va rejeter. À côté de ça aussi, on peut avoir une autre question qui est le rapport aux institutions, par exemple. On peut avoir des populismes qui vont justement, si l'idée c'est de donner ou redonner
le pouvoir au peuple, d'encenser le peuple contre des élites, alors il faut aussi interroger le lien qu'a le leader ou la leaduse populiste ou le parti populiste vis-à-vis des institutions. Est-ce qu'on est pour une plus grande inclusion, diversité du peuple dans la prise de décision au sein des instances parlementaires, au sein des gouvernements? Est-ce qu'on est pour un rapprochement de la politique avec en fait les citoyennes et les citoyens, ou à l'inverse, est-ce que le populisme est plutôt une forme rhétorique pour jouer sur les émotions et pour instrumentaliser plutôt en fait et diviser en fait le bon peuple d'un soi-disant mauvais peuple qui serait étranger à la nation. Donc en fait le populisme c'est avant tout une rhétorique qui va diviser le peuple contre les élites. Toute la question, une fois qu'on a cette rhétorique, c'est d'interroger comment ce peuple est défini, comment les élites sont définies. Le peuple varie en fonction qu'on ait un populisme de gauche ou un populisme de droite, et quel est le rapport que ce parti va entretenir avec la démocratie et les institutions démocratiques. Ça, c'est peut-être une première question. À côté de ça, donc l'extrême droite, pour revenir à la question, l'extrême droite, là, traditionnellement, c'est plutôt un corpus idéologique. Un corpus idéologique qui va s'organiser en 3 temps. L'extrême droite, c'est avant tout l'inégalitarisme, le nationalisme et puis le sécuritarisme. L'extrême droite, quand on présente l'extrême droite comme un corpus idéologique construit autour de l'inégalitarisme, c'est quoi ? En fait, l'inégalitarisme, c'est le postulat au sein de l'extrême droite que les êtres humains seraient naturellement inégaux les uns par rapport aux autres. Il y aurait des inégalités naturelles entre les êtres humains et on le comprend très vite, ça renvoie à l'imaginaire des discours racistes et d'une vision raciste de la société. Et, sur cette inégalité, c'est une inégalité au sens moral, mais même quasiment métaphysique des gens, où par exemple, je vois parfois dans certains discours de gauche, on dit oui, il y a des inégalités, et donc c'est chacun en fonction de ses moyens. Pour ses besoins. Donc, dans les deux cas, on voit que la question ici l'inégalité va vraiment être naturalisée et okay. Ça va limite renvoyer à un facteur biologique, comme ça. Donc, l'inégalitarisme serait de dire qu'il y aurait soi-disant des prétendues races, entre guillemets, au sein de l'humanité, qu'il y aurait des supérieurs et des inférieurs, et que l'individu serait déterminé par son groupe d'appartenance. Si vous appartenez à tel groupe et que ce groupe est courageux et travailleur, alors vous serez courageux et travailleur. Ça, c'est ce qu'on retrouve une forme d'essentialisme. Historiquement, le racisme est plutôt ce qu'on appelle un racisme biologique, en Europe construit autour de la couleur de peau. Et en fait, par rapport à la fin des années 80, début des années 90, vous allez avoir toute une législation qui va apparaître en Belgique, mais aussi en France et dans d'autres États en Europe, contre l'incitation à la haine raciale, contre les discriminations, contre le négationnisme. Et ce que l'on observe, c'est qu'à partir des années 90, début des années 2000, en fait, ce discours raciste va évoluer. Il y a des mots qui vont disparaître, entre guillemets, encore une fois je le redis entre guillemets, le mot race va disparaître et on va plutôt parler de culture, de religion ou de civilisation. L'idée en fait c'est de contourner la législation contre l'incitation à la haine raciale, mais on va retrouver cette même forme d'essentialisme, c'est-à-dire qu'en fait un individu va être déterminé par sa culture, va être déterminé par sa religion et en fait il n'aura pas de comportement individuel. Si telle religion a tel précepte, alors tel individu aura tel précepte. Si telle culture est construite autour de tel comportement, alors tous les individus de cette culture auront tel type de gouvernement. C'est vraiment une forme de déterminisme et on va observer donc un racisme biologique qui va évoluer vers un racisme culturel ou un racisme religieux et on retrouve cette même idée que les individus ne peuvent pas s'extraire en fait de leur groupe d'appartenance. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de comportement propres aux individus, ils sont vraiment déterminés par leur groupe d'appartenance et c'est cet essentialisme qui continue à constituer un racisme donc culturel ou religieux qu'on observe aujourd'hui sur le devant de la scène. En fait, on l'a vu aux dernières élections municipales en France, si on gratte un petit peu la figure des présidents de partis ou des représentants politiques de premier plan, en fait, on retrouve très vite ou très rapidement du racisme biologique chez les militants, chez certains sympathisants, chez certains candidats. Mais en tout cas, sur le devant de la scène, ce discours va évoluer d'un racisme biologique vers un racisme culturel ou religieux. Ça, c'est le premier élément pour définir l'extrême droite, donc l'inégalitarisme. Cet inégalitarisme, en fait, si on considère qu'on est dans un entre-soi, qu'on est déterminé par sa prétendue race, sa culture ou sa religion, qu'il y a des supérieurs et des inférieurs, alors, très rapidement, apparaît cette identité nationale, cette idée que nous sommes une communauté qui est censée être pure et homogène. On doit rester dans un entre-soi et on va se définir à travers une langue, une coutume, une tradition, une histoire, un terroir, un patrimoine, etc., etc.
Ça, c'est le nationalisme. Ce nationalisme, il va aussi évoluer au sein de l'extrême droite. Au début du XXe siècle, l'extrême droite était plutôt dans ce qu'on appelle un nationalisme agressif ou un nationalisme d'expansion, de conquête de territoire. Alors, à part un président américain avec une mèche, en général, ce nationalisme d'expansion, il va évoluer vers plutôt ce qu'on appelle un nationalisme défensif. Autrement dit, pour caricaturer à peine, en politique, celui qui attaque, c'est le méchant, celui qui se défend, c'est le gentil, c'est la victime. Et donc, en fait, l'extrême droite va retourner sa rhétorique pour non plus se présenter dans une agressivité vis-à-vis d'autrui, mais plutôt dans une défense, la protection de la beauté de la langue française, la protection des crèches dans les maisons communales, la protection de, on ne peut même plus dire, par exemple, les vacances de Noël, la protection de ses coutumes, de son terroir, la protection de son carnaval, parce qu'avec la gauche, on ne peut plus rire de rien, etc. Et donc, je dis pas que si on défend le carnaval, on est d'extrême droite, hein, mais l'extrême droite a très bien compris qu'elle pouvait retourner la rhétorique pour essayer de se faire la défenseuse en fait d'une identité qu'on nous prendrait ou qu'on nous volerait. Et donc on va essayer de sacraliser comme ça un espèce de représentation de la nation comme pure et homogène. Donc l'inégalitarisme mène au nationalisme. Le nationalisme, en fait, si on considère qu'on est pur et homogène et qu'on est paré de toutes les vertus, ben en fait les problèmes doivent bien venir de quelque part. Et en fait ces problèmes, ils vont venir d'un autre, entre guillemets, d'un étranger qui va être criminalisé. Et donc le sécuritarisme, troisième élément pour définir l'extrême droite, c'est quoi le sécuritarisme ? C'est cette appétence qu'a l'extrême droite pour plus de contrôle, plus de frontières, plus de police, plus d'armée. Alors là aussi, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on veut refinancer la police ou la justice qu'on est d'extrême droite. Ça, c'est pour ceux qui se rappellent leur cours de maths, c'est tous les carrés sont des rectangles, mais les rectangles ne sont pas nécessairement des carrés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on est pour refinancer la justice, d'ailleurs la justice aurait bien besoin d'être refinancée qu'on est d'extrême droite, mais l'extrême droite va systématiquement en fait jouer sur police, armée, justice, des peines prononcées plus sévères, des peines prononcées qui sont des peines effectuées. Et en fait, l'extrême droite va utiliser comme ça les outils de l'État, va appliquer une forme de violence contre, entre guillemets, des ennemis de la nation, qui peuvent être tant extérieurs, les personnes étrangères, tant intérieurs, que peuvent être, par exemple, selon les cas, le féminisme, les mouvements LGBTQIA+. Et donc, l'extrême droite utilise les outils étatiques pour en fait appliquer une certaine forme de violence vis-à-vis des minorités. Ça, c'est vraiment les trois critères qu'on peut appeler historiques ou traditionnels de ce qu'est l'extrême droite, en sachant, comme je vous l'ai expliqué, qu'elle a évolué. Sa rhétorique a évolué, mais aussi ce qu'elle est a évolué, au sens où l'extrême droite, ce sont des partis politiques, bien sûr, mais aujourd'hui, on observe que l'extrême droite, ce sont aussi des personnalités. L'extrême droite, ce sont aussi des médias, aujourd'hui, qu'on peut retrouver, notamment en France, avec Frontières, CNews, le JDD, etc. L'extrême droite, ce sont des partis, ce sont des personnalités, ce sont des médias. L'extrême droite, c'est aussi tout un écosystème qui existe en ligne avec des influenceurs et des influenceuses. Mais l'extrême droite, bien plus que ça, moi je reviens là sur ma spécialité d'analyse des discours. En fait, l'extrême droite, aujourd'hui, c'est aussi une certaine rhétorique, c'est aussi certaines propositions politiques. Et donc, pour le dire autrement, en fait, les discours d'extrême droite ne sont pas le monopole de l'extrême droite. On retrouve des discours d'extrême droite à droite comme à gauche. Et donc, moi, par rapport à cette définition traditionnelle inégalitarisme, nationalisme, sécuritarisme, je trouve qu'aujourd'hui, elle pose pas mal de questions en termes d'opérationnalisation, c'est-à-dire d'application concrète, voire aussi, en fait, elle construit un idéal qui serait, il y aurait les démocrates, et à l'extérieur, il y aurait l'extrême droite. Or, je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin d'outils beaucoup plus précis pour interroger en fait comment l'extrême droite a réussi, sans atteindre le pouvoir, à parfois imposer une certaine rhétorique et à imposer certains éléments programmatiques en fait au sein de différents États, dont notamment la Belgique, par exemple. Alors, c'est toujours avec un peu le lien avec l'extrême droite, mais j'ai vu dans certains de vos posts sur Facebook que vous mentionnez le cordon sanitaire. Et donc, j'ai quelques questions dessus. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il est toujours important et toujours pertinent ? Ou peut-être qu'il ne l'est pas, mais je pars du prémisse qu'il l'est sûrement. Aussi, pourquoi le cordon sanitaire ne contrevient pas à la liberté d'expression ? Et pourquoi le cordon sanitaire ne s'applique qu'à l'extrême droite et pas à l'extrême gauche ? Et peut-être une précision sur
la liberté d'expression et le cordon sanitaire, le fait de ne pas inviter de personnes d'extrême droite, même s'ils ne tiennent pas de propos qui pourraient être problématiques ou tomber sous le coup de la loi, ça a quel intérêt de priver certaines personnes à cause d'une appartenance politique de la parole dans un cadre démocratique? Ok, on va essayer de répondre à tout ça. Oui, peut-être une par une. D'abord, liberté d'expression, peut-être. Alors peut-être d'abord ce que c'est le cordon sanitaire. En fait, le cordon sanitaire, c'est un terme parapluie, donc ça renvoie à 3 outils. Il y a le cordon sanitaire politique, il y a le cordon sanitaire médiatique et il y a la clause de responsabilité sociale et démocratique. Donc c'est 3 outils très différents. Peut-être on va les faire un par un. Le cordon sanitaire politique, qu'est-ce que c'est? Le cordon sanitaire politique, donc qui nous vient de la Flandre, c'est un arrangement entre les partis politiques flamands qui date de 1988 et qui a évolué et qui a été réactivé au lendemain du fameux Dimanche Noir en 1991. Et en fait, ce cordon sanitaire politique, donc c'est un accord entre les partis politiques qui se sont serrés la main et qui se sont dit jamais on ne fait d'alliance avec l'extrême droite à quelque niveau de pouvoir que ce soit, niveau local, niveau fédéral, niveau européen, jamais on ne fait d'alliance et d'accord de coalition avec l'extrême droite, en l'occurrence à l'époque avec le Vlaams-Blok, aujourd'hui avec le Vlaams-Belang. Dans le sud du pays, on a repris également cette idée-là et on a rajouté un élément supplémentaire. Le cordon sanitaire politique en Belgique francophone, c'est on ne fait jamais d'alliance avec l'extrême droite et les partis politiques ont ajouté on ne se laisse pas contaminer par des idées antidémocratiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça, en fait, ça a évolué au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, en fait, le cordon sanitaire politique en Belgique francophone, il renvoie à la fois à une charte de la démocratie et à un code de bonne conduite. Sa dernière version date de 2022. La charte de la démocratie, c'est quoi? C'est un ensemble de valeurs qu'on rédigeait et que s'engage à respecter et à promouvoir les différents partis politiques. Quand je dis les différents partis politiques, donc c'est le Parti socialiste, le mouvement réformateur, écolo, engagé et défi, qui, donc les valeurs, on retrouve dedans la question de la lutte contre le racisme, contre les discriminations, contre le négationnisme, on retrouve l'idée de la lutte contre les discours de haine, on retrouve la promotion de la démocratie, de la citoyenneté, de la tolérance, on retrouve également la promotion et l'adhésion aux droits humains, à l'état de droit et donc notamment la Convention européenne des droits humains. Et comment se justifie l'absence du PTB dans cette charte? L'absence du PTB se justifie justement par la deuxième partie qui est le code de bonne conduite. Donc ça, c'est la charte, c'est les valeurs qu'on défend. À côté de ça, ne pas se laisser contaminer par des idéaux antidémocratiques. Comment est-ce qu'on fait? Et donc les partis politiques ont signé un code qui se compose de 17 articles. Dans ces 17 articles, on retrouve par exemple l'article 1, ne pas s'associer avec des partis politiques d'extrême droite. 2, ne pas mettre en place des exécutifs avec l'extrême droite. 3e article, ne pas signer ou discuter, débattre de propositions ou d'initiatives qui émanent de l'extrême droite. Ne pas inviter des représentants politiques d'extrême droite. L'article 8, par exemple, ne pas adopter de comportement de sympathie avec l'extrême droite. Donc moi, j'aime bien rappeler que quand on les croise, il faut tirer la gueule, apparemment. L'article 9, ne pas banaliser ou visibiliser des contenus d'extrême droite, y compris sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est tout un ensemble de codes que se sont engagés, donc qu'ont rédigé et signé les partis politiques. Alors pourquoi est-ce que le PTB n'a pas signé? L'explication qu'ils ont donnée, donc leur explication à eux, c'est que parmi ces articles, il n'y a ne pas débattre avec l'extrême droite, y compris sur des plateaux de télévision et dans les médias. Or, en fait, le PTB expliquait à l'époque autant ils respectent la lutte contre l'extrême droite, autant ils s'engagent à promouvoir les mêmes valeurs, autant ils ne veulent pas signer un code qu'ils savent qu'ils ne pourront pas respecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, au nord du pays, les débats médiatiques se font avec le Vlaams-Belang et ils sont invités à débattre. Et donc, s'ils refusaient d'aller à des débats politiques où il y a le Vlaams-Belang, ils iraient à aucun débat médiatique. Mais donc, eux considèrent qu'il faut y aller. Est-ce que, même si le parti est national, c'est PTB, PVDA, il y a quand même, j'ai pas envie de dire 2 PTB, un PTB qui est plus flamand et un PTB qui est plus wallon, mais avec le système de circonscription pour les élections, avec les listes par province, est-ce que c'est pas un peu une excuse Alors, la charte et le code parlent à la fois du parti,
Ok. des représentants du parti, des adhérents au parti et des militants. Donc c'est assez large et ça pourrait être compliqué. Je pense que le PTB, en tout cas, eux, la façon dont ils les présentaient, c'est on imagine mal dire on ne débat pas avec l'extrême droite, mais quand le président va au nord du pays sur des chaînes flamandes, alors là il le fait. La position qu'ils ont d'entre deux, c'est qu'ils refusent tout de même de faire des débats, des duels, entre guillemets. C'est-à-dire PTB contre Vlaams-Belang, ça apparemment ils le refuseraient. Mais donc ça c'est la position qu'ils ont eue. Et en fait, cette idée de ne pas débattre avec l'extrême droite est liée justement, on parlait du cordon sanitaire politique jusqu'à maintenant, est liée au cordon sanitaire médiatique. Le cordon sanitaire médiatique, à l'origine, c'est une initiative de la RTBF au lendemain du fameux Dimanche Noir de 1991, qui a été repris sous forme de recommandation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui aujourd'hui est intégré dans des règlements de la communauté française. Autrement dit, autant le cordon sanitaire politique, c'est un arrangement entre les partis politiques, se sont serrés la main, c'est au bon vouloir des partis politiques, autant le cordon sanitaire médiatique, il a un statut obligatoire, puisqu'il est repris dans des règlements au sein de la communauté française. Qu'est-ce qui dit ce cordon sanitaire médiatique ? C'est, en tout cas, que les journalistes ne tendent pas un micro en direct à un représentant d'un parti ou d'un mouvement non démocratique. Et là, c'est intéressant, tout est important dans cette phrase. C'est-à-dire que on ne tend pas un micro en direct, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'origine, c'est pour la télé et pour la radio. Ça veut dire aussi qu'on peut le faire en différé. Et alors, d'un représentant d'un parti ou d'un mouvement antidémocratique, qu'est-ce que ça veut dire antidémocratique ? En fait, selon la législation, antidémocratique, ça renvoie à 3 éléments. C'est qui contrevient à la législation contre le racisme, contre les discriminations et contre le négationnisme. Autrement dit, le cordon sanitaire médiatique, il n'est pas uniquement contre l'extrême droite. Il est aussi, par exemple, le parti Islam, il y a quelques années, en fait, a été sous le coup du cordon sanitaire médiatique parce qu'on considérait qu'il était en contradiction avec la législation contre le racisme, les discriminations et le négationnisme. Ma question peut paraître bizarre, mais vous citez le parti Islam. Est-ce que un certain nombre d'éléments de l'islam politique et radical ne sont pas assez commun avec l'extrême droite. Ça c'était en fait le parti Islam, c'était par rapport à certaines déclarations en fait de son porte-parole qui pouvaient contrevenir par rapport à la législation citée en place. Par rapport à ça, il y a aussi certaines chaînes, certains médias qui vont rajouter, on la retrouve finalement sous différents aspects et sous différents outils, le respect de la Convention européenne des droits humains qui est aussi mise en avant. Donc là, il faut bien distinguer la religion, le parti et le discours d'un de ses représentants. L'islam, c'est pas du tout une religion monolithique. Il y a différentes écoles, il y a différentes visions, et donc il faut pas du tout mélanger tout dans tout. Il faut être assez précis là-dessus. Et là, je renvoie vers plein de collègues qui travaillent sur les questions liées à l'islam. C'est comme la religion catholique. Pas dans le comparatif de les deux se valent, mais il y a des catholiques qui sont clairement d'extrême droite, on le voit en France avec des mouvements, et il y a des catholiques qui sont beaucoup plus proches de la gauche. Il n'y a pas de religion qui est monolithique non plus. Donc d'où en fait la question n'est pas tant de partir de la religion, la question c'est de partir de la législation. Est-ce que cette personne est en contradiction avec la législation contre le racisme, contre les discriminations et contre le négationnisme ? Et donc ça, c'est la porte d'entrée du cordon sanitaire médiatique. Mais comme je vous l'ai dit, donc le cordon sanitaire médiatique, à l'origine, c'est plutôt uniquement télé et radio. Et en fait, les journalistes, donc le Conseil de déontologie journalistique, va mettre en place la clause de responsabilité sociale et démocratique, donc qui est une pratique autorégulatoire aux journalistes et qui stipule que finalement, en fait, cette pratique de ne pas tendre un micro, on pourrait le faire pour tous les médias et en tout type et en toute période. Et donc, en fait, la clause de responsabilité sociale et démocratique, elle se construit, et pour répondre à la question, est-ce que c'est de la censure ? Non, parce qu'en fait, on n'empêche pas un parti d'exister. On n'empêche pas un parti ou une personnalité de s'exprimer. Mais derrière aussi, il y a la question de la liberté rédactionnelle. Les médias, en fonction de leur ligne éditoriale, invitent qui ils souhaitent.
pour parler sur leurs antennes. Et eux, comment est-ce qu'ils justifient en fait ce cordon sanitaire ou cette clause de responsabilité sociale et démocratique en fonction de la déontologie journalistique. Eux vont stipuler que dans la déontologie journalistique, l'article 1 du Code de déontologie, recherche de la vérité, article 26 et l'article 28, respect de la dignité humaine, refus et lutte contre les discriminations, les stéréotypes, le racisme, etc. Et donc les journalistes et le Conseil de déontologie journalistique expliquent que pour être en accord avec la législation, racisme, discrimination, négationnisme, pour être en accord avec la déontologie, respect de la dignité humaine, refus de la discrimination et des stéréotypes, recherche de la vérité, il fallait adopter par rapport à certaines personnalités un traitement spécifique qui est en fait le différé, parce qu'en direct, on ne sait pas s'ils vont contrevenir ou pas à la législation en place, et on ne sait pas si on aura la capacité en tant que journaliste de faire respecter la déontologie journalistique. Donc il faut vraiment le prendre dans l'autre sens. On n'interdit pas à des partis de s'exprimer, c'est juste que si on veut être en accord avec la législation et la lutte contre le racisme et le négationnisme et la déontologie, alors certaines personnalités, certains partis politiques ne peuvent pas avoir un direct parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'ils vont pouvoir dire en direct. Et ce cordon... C'était clair ? Oui, très clair. J'ai trouvé. Franchement, oui. Alors... Et extrême gauche alors ? En fait, extrême gauche, en fait, c'est pas une question, puisque comme le cordon sanitaire médiatique ne parle pas d'extrême droite, en fait, la question de l'extrême gauche n'est pas une question, puisque la question, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on contrevient au racisme, à la discrimination et au négationnisme ? Si c'est le cas, on applique le cordon sanitaire. Si c'est pas le cas, en fait, on continue à pouvoir faire des directs avec la personne et avec le parti, puisque c'est un représentant d'un parti ou d'un mouvement. Et donc, toute cette question, elle est là. Extrême gauche, extrême droite, finalement, en fait, ça, c'est des catégories, des champs de définition académiques, mais ce que un journaliste va observer, ce que même une personnalité politique, en réfléchissant au cordon sanitaire, va observer, c'est on part pas de la qualification, on part de qu'est-ce qui est en danger et qu'est-ce qui est mis en avant. Respect des droits humains et lutte contre le racisme, les discriminations et le négationnisme. Et c'est pour ça que parfois la question se pose pour Georges-Louis Bouchet en Belgique, c'est par rapport à ce principe-là de dérapage que Georges-Louis Bouchet peut avoir, qu'on se pose la question s'il faut étendre le cordon sanitaire à sa personne ou pas. Alors là c'est une autre question. Donc par rapport à ça, moi j'ai jamais dit que le MR était un parti politique d'extrême droite. Par contre, effectivement, des personnalités d'extrême droite et des discours d'extrême droite ont intégré les MR. Ça veut pas du tout dire, et bien au contraire, les sympathisants, les militants, les adhérents du MR sont pas tous d'extrême droite. Bien au contraire, il y en a qui défendent des valeurs démocratiques, les droits humains, la lutte contre le racisme, les discriminations dont on parlait tout à l'heure. Mais il est vrai, pour revenir à votre question, que certains des discours du président du MR peuvent être considérés comme des discours extrémistes. Alors, extrémiste, là je me réfère à d'autres éléments. En Belgique, on a l'article 8 de la loi de 98 sur les services de renseignement, la loi organique des services de renseignement, qui va définir en Belgique ce qu'est l'extrémisme. L'extrémisme, c'est quoi ? L'extrémisme, ce sont des considérations qui sont contraires en théorie ou en pratique aux droits humains et à l'état de droit. Et donc, effectivement, quand on a une personnalité politique qui considère ou qui valide les pushbacks, les pushbacks, c'est contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits humains. Nul n'a droit à un traitement inhumain et dégradant et on ne pratique pas la torture. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui stipule que, en fait, les pushbacks, c'est contraire à l'article 3 de la CEDH. À côté de ça, c'est vrai que quand on a une personnalité politique qui souhaite, aux élections communales, interdire le centre-ville à certaines personnes, ça pose aussi des questions en termes de respect des droits humains et de non-discrimination. Donc, par rapport à cela, en fait, il y a une interrogation qui est portée aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, je reviens, là, on a vraiment des approches plutôt juridiques par rapport à cette thématique-là, et je crois qu'il faut être très précis. Quand on lit le cordon sanitaire, en tout cas médiatique, c'est un représentant d'un parti. C'est-à-dire qu'en fait, le cordon sanitaire médiatique interroge le parti, et pas tant la personne en tant que telle. Donc moi, je pense qu'appliquer un cordon sanitaire médiatique tel qu'il est rédigé aujourd'hui à Georges-Louis Bouchet poserait énormément de questions en termes de justification. À côté de ça, avoir toute une interrogation sur la diffusion de certains discours de haine et la qualification de certains types de discours au regard des droits humains ou au regard de la définition du Conseil de l'Europe des discours de haine, oui, il peut y avoir une interrogation là-dessus. À côté de ça aussi, on se rend compte qu'on a le cordon sanitaire
politique, donc il y a un arrangement entre les partis politiques. Et là, aujourd'hui, les différents partis politiques renégocient ou en tout cas discutent d'une potentielle nouvelle version de ce cordon sanitaire politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce cordon sanitaire politique, tout est pensé comme si l'extrême droite était étrangère et extérieure et qu'il fallait lutter contre un ennemi extérieur. Or, aujourd'hui, on observe, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'extrême droite n'a pas le monopole des discours d'extrême droite. Et donc, il y a des discours, il y a des propositions politiques qui étaient d'extrême droite et qui sont aujourd'hui mobilisées par des partis de droite comme de gauche. Peut-être un exemple pour clarifier ce que ça signifie, un petit exercice que j'aime encore bien faire de temps en temps et qui a été à l'origine travaillée par Sybille Gieuet, donc qui est avocate liégeoise et qui est la présidente des droits humains. Elle a fait un petit exercice, elle a été reprendre le programme en 70 points du Vlaams-Blok dans les années 90. C'est un programme qui, dans les années 90, a été juridiquement, médiatiquement et politiquement condamné comme contraire à tout un ensemble de principes que fonde notre société. Ce qui est intéressant par rapport à ce programme, on peut le retrouver assez facilement en ligne, on peut le traduire, pour ceux qui ne parlent pas néerlandais, assez facilement, et il faut s'interroger, autant ça a été unanimement condamné dans les années 90 comme un programme d'extrême droite, autant aujourd'hui on peut le lire en se posant la question, qu'est-ce qui a été débattu, qu'est-ce qui est passé ? Et il y a certains points qui sont particulièrement intéressants, si vous voulez, je vous en lis un ou deux. Par exemple, dans ce programme en 70 points, on mentionnait la suppression de la commissaire royale à l'immigration. Aujourd'hui, on ne sait même pas, elle n'existe plus. Donc ça, c'est un point qui est passé. Création d'une commission parlementaire sur le coût de l'immigration. Ça a été réalisé. Création ou réflexion des statistiques croisant criminalité et nationalité. Ça, on l'a fait. Création d'un secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration. Ça, on l'a fait. Et aujourd'hui, on n'a plus un secrétaire, on a une ministre. Contrôle de police accru dans certains quartiers. On en discute. Renforcement des conditions d'accès à la nationalité. On y est. Examen de citoyenneté obligatoire. On y est. Déchéance de la nationalité pour les criminels. On y est. Restriction du regroupement familial. On y est. Restriction de possibles demandes d'asile pour certaines nationalités. On y est. Procédure accélérée. On y est, centre fermé, on y est, renforcement des contrôles aux frontières, on y est, augmentation du budget pour les expulsions, on y est, création d'une police pour les étrangers, on y est, criminalisation des personnes qui viennent en aide aux personnes migrantes. Tout ça, en fait, ce sont des propositions qui sont historiquement issues du Vlaams-Blok et qui sont aujourd'hui présentes dans le débat politique, voire pour certaines qui ont été appliquées. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas parler d'immigration ou qu'on ne peut pas parler d'insécurité ou que toute personne qui parle d'immigration et de sécurité est forcément d'extrême droite. C'est pas du tout mon propos. Par contre, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ces sujets sont des sujets sensibles qu'il faut aborder avec pédagogie parce que l'extrême droite a bien compris que si elle ne pouvait peut-être pas directement gagner les élections, elle pouvait coloniser nos imaginaires. Et aujourd'hui, les réflexions ou les débats que l'on a sur les questions de l'immigration et de l'insécurité, qui sont des débats politiques qui doivent se tenir, sont construits sur des présupposés qui nous viennent de l'extrême droite. Je vais... Alors, pour revenir un peu sur le cordon sanitaire médiatique, est-ce que brièvement, on peut savoir pourquoi ça n'a pas pris en Flandre, ou si, comme c'était un peu dans la question de base, mais avec l'accès aux chaînes françaises qui est beaucoup plus facile qu'il y a 30 ans, et Internet, est-ce que ce cordon sanitaire médiatique est aussi fort ou aussi pertinent qu'avant, et est-ce que, pour revenir aussi un peu aux chaînes, est-ce qu'on a des évolutions des discours qui sont similaires en Belgique francophone et en France, comme on sait que les deux, culturellement, les deux sont très liés ensemble? Alors le cordon sanitaire, il n'a pas pris en Flandre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'extrême droite était déjà bien implantée, le Vlaams-Blok était déjà bien présent. Et donc c'est très difficile de mettre en place un outil qui va exclure un parti politique qui est déjà implanté et qui est déjà présent dans les médias et qui est déjà présent dans le débat politique. On l'observe en France, c'est compliqué aujourd'hui d'appliquer le cordon sanitaire et de dire on n'invite plus le Rassemblement national, alors qu'en termes de voix exprimées pour les dernières élections européennes, 1 Français sur 3 a voté pour l'extrême droite, par exemple. Donc c'est très compliqué. La force de la Belgique francophone, c'est d'avoir créé cet outil et appliqué cet outil avant que l'extrême droite ait des scores impressionnants, avant qu'elle soit organisée en termes de partis, en termes de formation, avant qu'elle s'institutionnalise. Et donc, effectivement, ça fonctionne parce que ça a commencé avant.
Et donc, il y a cet exercice qui a été réalisé. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ces évolutions, effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, ces discours d'extrême droite existent et se diffusent. Mais on observe aussi que le cordon sanitaire médiatique, en fait, ne serait-ce que par son existence, beaucoup de Belges francophones ne savaient pas que des partis politiques d'extrême droite existent, en fait, dans le sud du pays. Il n'y a pas un parti politique d'extrême droite, il n'y en a pas deux, il y en a plusieurs des partis politiques d'extrême droite dans le sud du pays, et le cordon sanitaire médiatique, en ne les présentant pas à la télévision en direct, en fait, pour beaucoup de personnes, on ne sait même pas qu'ils existent. Alors, effectivement, à côté de ça, il y a aussi une fonction de légitimité, la télévision. On observe qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses, mais on va moins les crédibiliser en termes de billets, que ce que l'on voit à la télévision. Donc il y a une fonction aussi, le cordon sanitaire médiatique, c'est ne pas donner un temps d'antenne libre en direct, mais c'est aussi ne pas donner une certaine forme de banalité à l'extrême droite, de continuer à expliquer que ces discours, ces partis politiques-là, ne sont pas les mêmes que les autres. Et donc, il leur faut un traitement spécifique. Mais je suis tout à fait d'accord, la question des réseaux sociaux, on le voit par exemple, autant peut-être que mes parents, mes grands-parents ne connaissent pas en fait les partis politiques d'extrême droite qui existent dans le sud du pays, autant les jeunes que j'ai pu rencontrer pour revenir avec mon enquête que j'ai pu réaliser, connaissaient différents partis politiques d'extrême droite ou étaient très souvent confrontés à des discours d'extrême droite sur les réseaux sociaux, que ce soit Jordan Bardella ou que ce soit d'autres figures très présentes sur TikTok ou sur Instagram par exemple. Là, par rapport à ça, il y a peut-être deux réflexions à avoir. Une première réflexion qui est de dire que, en fait, le cordon sanitaire médiatique, il s'applique à la radio, à la télévision, mais à tous les médias, avec la clause de responsabilité sociale et démocratique, sur leurs canaux, entre guillemets, traditionnels, mais aussi sur leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, si le journal Le Soir ou La Libre, par exemple, font des live YouTube, en fait, ils doivent appliquer aussi le cordon sanitaire médiatique sur leurs réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui une diffusion de ce type de discours. Autant les médias doivent réguler, autant selon le cordon sanitaire politique, les partis politiques doivent elles et eux aussi réguler. Autant c'est vrai qu'on a tout un ensemble de nouveaux écosystèmes, que ce soit des influenceurs, des influenceuses, que ce soit en fait des commentaires, des groupes qui peuvent être haineux et qui peuvent en fait véhiculer certains discours et qui posent effectivement, je suis d'accord avec vous, tout un ensemble de questions sur la visibilisation qu'on va donner à ce type de discours, surtout que l'on voit que certains réseaux sociaux, je pense notamment à X, se font aussi les entre guillemets promoteurs en fait de ce type de rhétorique. Il y avait la question sur les discours belges et les discours français. Sur l'évolution parallèle. Est-ce qu'on observe des parallèles parmi les trois chaînes d'information les plus regardées par les Belges francophones, c'est les RTBF, RTL et puis le groupe TF1. Donc effectivement, on est dominé par le paysage politique et médiatique français. On le voit aussi par rapport à une des émissions les plus regardées en Belgique francophone, c'est aussi le débat présidentiel. On le voit aussi par rapport à la connaissance. Je reviens avec les jeunes que j'ai pu rencontrer, ils connaissent parfois bien mieux la politique française que la politique belge. Donc effectivement, il y a des ponts. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet du centralisme français ? Dans le sens où en France, quasiment tout se passe à Paris et tout est décidé à Paris. En Belgique, on a à Namur, on a la région wallonne, où ça décide de certaines compétences. Il y a l'équivalent à Bruxelles pour Bruxelles. La Flandre, même si elle a fusionné région et communauté, il y a quand même différents niveaux de pouvoir. Il y a beaucoup plus, notre millefeuille institutionnel. Est-ce que ça ne le rend pas indigeste pour beaucoup de jeunes quand on s'intéresse à la politique ? Il y a peut-être la multiplicité des niveaux de pouvoir, effectivement, et alors l'aspect proportionnel. En France, le système majoritaire fait que c'est simple. Il y a celui qui gagne et celui qui perd, et celui qui gagne, il gagne tout. Donc c'est un peu plus clair. Et puis il y a ce statut aussi présidentiel qui permet d'incarner une certaine image, même si on le voit là au Parlement français, c'est un peu plus compliqué de trouver des majorités. Mais je pense que tout ça, effectivement, rend plus lisible, en tout cas, la politique en France qu'en Belgique. Même si, encore une fois, je suis un éternel optimiste et je suis un convaincu, c'est que si on entre dans le domaine politique, peut-être pas à travers les institutions, mais à travers les valeurs, les débats d'idées, là je pense qu'on peut faire énormément de ponts et qu'il peut y avoir tout un ensemble de questions qui peuvent être soulevées, voire répondues, à travers la politique belge aussi, faut pas du tout dénigrer ça. Alors on a appris
juste avant l'émission, alors on va changer un peu de sujet, mais on a appris juste avant l'émission que vous avez sorti un livre il y a 2 jours. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Oui, donc c'est Discours, contre-discours et discours alternatif qui est paru aux éditions Altura Luc Pire. En fait, c'est une réflexion qui c'est une longue réflexion que j'ai. Moi, je travaille sur l'extrême droite depuis plus de 10 ans. Et donc, en fait, les discours d'extrême droite, je déconstruis, je qualifie, j'essaie d'identifier, j'essaie de comprendre les évolutions. Et à un moment donné, en fait, je me suis aussi posé la question de savoir comment fonctionne un discours, pourquoi certains discours, en fait, sont plus visibles que d'autres ou sont plus amplifiés que d'autres, pourquoi certains discours nous parlent directement à nos tripes et pas d'autres, et comment en fait l'extrême droite arrive à diffuser certains types de discours et quelle est la place que nous on peut avoir par rapport à cela. Et donc j'ai essayé de réfléchir aux logiques de contre-discours et de discours alternatifs. Peut-être pour faire un petit parallèle, le contre-discours, comme son nom l'indique, c'est aller contre la personne qu'il y a en face de soi. Dans un contre-discours, on va dire non, je ne suis pas d'accord, non, ce n'est pas vrai, non, et peut-être en l'occurrence par rapport à notre sujet aujourd'hui, c'est raciste, c'est complotiste, c'est négationniste, tu ne peux pas dire ça. Sauf que très souvent, en fait, on se rend compte que le contre-discours ne fait pas que attaquer le discours de l'adversaire, il va aussi parfois attaquer ses émotions, ses ressentis, ses peurs, ses croyances, sa communauté. Et donc très souvent, en fait, le contre-discours peut être contre-productif, parce qu'en fait, la personne en face va se sentir attaquée ou dénigrée. Et donc, il faut réfléchir à d'autres manières, non pas d'aller contre l'autre, mais d'aller avec l'autre. Un petit exemple pour passer par la pop culture, vous me parlez de cinéma et de livres tout à l'heure. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Star Trek. Dans la série Star Trek, il y a 2 personnages qu'on retrouve dans tous les épisodes, c'est le capitaine Kirk et c'est Spock. En fait, tous les épisodes commencent de la même façon. Le capitaine Kirk nous dit venez, on monte dans l'Enterprise, donc le vaisseau spatial, et on va découvrir de nouvelles planètes, de nouvelles formes de vie, de nouvelles énergies. On va découvrir et on part à l'aventure. Donc, en fait, le capitaine Kirk, en plus, il a une petite mèche, il est beau, il est séduisant. En fait, il peut nous emmener où il veut. On dira toujours oui, c'est génial, l'aventure, on adore. Et à ce moment-là, il y a toujours Spock qui arrive. Donc, Spock, il est mi-homme, mi-vulcain. Et Spock, en fait, en tant que vulcain, il n'a aucune émotion. Il est purement pragmatique, froid et rationnel. Et donc, Spock, il arrive toujours en disant « Non, on peut pas faire ça. C'est trop loin, il n'y a pas assez de carburant. Non, il y a des ennemis. Non, il y a une pluie d'astéroïdes. Vous pouvez pas faire ça. » Personne aime Spock. Spock, à part Sheldon, dans... oui, comment c'est Big Bang Theory. Big Bang Theory. À part Sheldon dans Big Bang Theory, personne n'aime Spock. Parce qu'en fait, personne n'aime quelqu'un qui arrive et qui dit « Non, vous pouvez pas faire ça. Non, c'est pas bien de dire ça. » Personne n'aime Spock. Et en fait, comment ça se passe sur un épisode de Star Trek ? Autant Spock dit on peut pas, et on se dit tant pis, on y va quand même. Et à la moitié de l'épisode, en fait, c'est la catastrophe. Et Spock arrive et nous dit je vous l'avais bien dit, c'est la catastrophe. Et puis finalement, on essaie de solutionner le problème. Ça finit bien. Nouvel épisode. Capitaine Kirk revient. Et on irait bien encore plus loin. Non, c'est toujours la même histoire. Et on n'écoute jamais Spock. Et ben en fait, dans un débat politique, très souvent, on se comporte de façon réflexe en Spock. Et on s'étonne qu'on ne nous écoute pas ou que personne nous donne du crédit. Et donc, l'idée, c'est de ne pas se comporter en Spock, d'essayer de faire attention. Dans le discours de la personne qui est en face de nous, il y a peut-être des émotions, il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des identités et différents espoirs. Et c'est de faire attention de nous pas venir en non et en quelqu'un qui va casser comme ça la dynamique. Et c'est de réfléchir, et c'est ça que j'essaye de faire dans le bouquin, en fait, de penser à ce que serait un discours alternatif. Un discours alternatif, en fait, c'est pas de dire non, c'est pas d'aller contre l'autre, mais c'est plutôt de lui dire, écoute, toi, voilà ton discours, moi, voilà la valeur qui m'anime, voilà en fait mon univers à moi, et j'aimerais bien qu'ensemble, on puisse aller dans une tierce direction tous les deux. Et donc, c'est vraiment le discours alternatif, c'est ne pas aller contre l'autre, mais c'est lui proposer une nouvelle porte dans laquelle on peut faire société ensemble, avancer ensemble, et proposer ce que j'appelle des quêtes, c'est-à-dire des propositions et des activités communes dans lesquelles on va agir ensemble pour évoluer ensemble. Peut-être un exemple par rapport à ça, peut-être, je ne sais pas si je dois parler, chaque fois ça m'embête de parler de ça parce que je me dis je participe à la logique, mais c'est la théorie du grand remplacement qu'on entend très souvent. En fait, la théorie du grand remplacement, donc c'est une théorie complotiste et raciste, développée par l'extrême droite, qui stipule que, soi-disant, il y aurait de plus en plus de personnes étrangères en Europe, qu'elle ferait, soi-disant, de plus en plus d'enfants, et donc que les Européens, petit à petit, seraient amenés à disparaître. C'est une théorie complotiste et raciste
complètement fausse. Et donc, en général, quand on est à table, on mange à des repas de famille où, bien sûr, on s'engueule toujours. Oui. En fait, quand on est à table, peut-être que notre tonton un peu bizarre va venir nous parler de la théorie du grand remplacement et on va lui dire, mais enfin, tonton, c'est n'importe quoi, c'est raciste. Moi, je connais jamais quelqu'un qui m'a dit, oui, pardon, c'est raciste, je m'excuse, je serai plus raciste. Ça n'arrive jamais. Non. Donc, en général, il va dire, oui, mais bon, arrête, tu viens toujours avec ta morale, tu dis que je suis raciste, etc. Mais le grand remplacement, je l'ai entendu à la télé, je sais plus qui en parlait, etc. Et là, on va dire, nous, on est tout contents, on a bien fait notre devoir, et on va dire, non, j'ai regardé un documentaire Arte, ou alors j'ai lu une enquête, ou j'ai lu un bouquin d'un historien français qui s'appelle Lebras, et qui a rédigé un bouquin sur le grand remplacement n'existe pas. En fait, il prend tous les taux d'immigration, d'émigration, de natalité en France, et il explique, le grand remplacement, ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, François, c'est quoi les références du bouquin ? Je vais aller l'acheter et je vais arrêter de parler de sujets comme l'immigration que je connais pas du tout. Ça n'existe pas. En général, la personne nous répond, tu me parles de ton bouquin, mais moi je le vois bien, dans ma rue, avant, il y avait un vendeur de boules frites et maintenant c'est un night shop. Et on est là, et en fait, entre ton night shop et un gars qui a fait des études pendant des années et qui écrit un bouquin sur tous les tableaux Excel possibles. Et en fait, le bouquin, c'est le Spock. On vient avec le tableau Excel, la personne, elle nous dit qu'elle a peur, et nous, on lui dit, non, il y a un tableau Excel qui dit que tu n'as pas à avoir peur, c'est pas vrai. C'est un petit peu comme quand on dit à quelqu'un, je suis arachnophobe, et qu'on lui répond, les petits mangent pas les gros. Ça n'a jamais marché, en fait, cette logique-là. Oui, mais j'ai toujours peur. Ah oui, ou quand on dit moi j'ai peur en avion et qu'on lui dit tu sais t'as plus de chances de mourir en voiture qu'en avion. Ah bah merci, ça m'aide pas du tout. Je ne prendrai plus l'avion et la voiture. Ça c'est que des contre-discours, c'est-à-dire en fait aller contre l'autre, voire même le contre-discours part aussi d'un postulat un peu de supériorité. J'ai plus d'infos, j'ai plus de savoir que toi et je vais t'apprendre la vérité. Toi tu as tort, tu es raciste, tu es complotiste, etc. Donc il y a une inégalité comme ça qui se crée et il y a un jugement très fort qui va se créer et qui va être ressenti par la personne en face. Et donc, peut-être plutôt que de faire des contre-discours, développer un discours alternatif, ce serait quoi ? La personne vient, elle nous parle du grand remplacement, nous on dit que c'est pas vrai, puis lui il parle de sa rue et de son vendeur de boules et frites. Ben en fait un discours alternatif, c'est vraiment d'écouter la personne qui est en face de soi et de dire, ben écoute c'est vrai aujourd'hui l'Horeca, les restaurateurs, les cafetiers, ils ont des difficultés et je pense qu'il faudrait aider en fait les restaurateurs et les gens qui travaillent dans l'Horeca, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est éminemment important pour moi, c'est la dignité humaine et par exemple de ne pas laisser mourir des gens en mer Méditerranée. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui fuient la guerre, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un discours alternatif au sens où, en fait, on ne va pas contre l'autre, on lui dit pas « c'est pas vrai » ou « tes émotions sont fausses ». En fait, on essaie de les recentrer sur un autre rail qui est de dire « ok, j'entends l'Horeca, effectivement, aujourd'hui, il y a des problèmes dans l'Horeca, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour solutionner ça ?» Ou alors, on lui dit « toi, t'as cette peur-là, moi j'ai une valeur, la dignité humaine, est-ce que tu veux pas plutôt qu'on parle de dignité humaine ?» Et donc l'idée c'est vraiment de faire des glissements, c'est en fait d'essayer de quitter ce débat sur le grand remplacement, sur des débats de tableau Excel, de c'est vrai, c'est pas vrai, tu es raciste, etc., pour essayer de parler de soi, de parler de ce que l'on a envie de faire et de valeurs que l'on espère être consensuelles et dans laquelle on peut faire société ensemble et non pas contre l'autre. C'est un peu ça que j'essaie de réfléchir donc dans cet ouvrage, cette idée de comment je construis un discours, quels sont parfois les effets contre-productifs du contre-discours et comment essayer de développer des discours alternatifs, que ce soit au quotidien, avec sa famille à des fêtes de fin d'année, ou que ce soit dans des analyses aussi plus macro de débats politiques ou de débats de présidents de parti, pour voir aussi, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il me raconte, comment est-ce qu'il me le raconte, et finalement comment, aujourd'hui un débat politique c'est beaucoup un match de boxe aussi, on a l'impression qu'ils se boxent et c'est qui va gagner, qui va mettre le meilleur uppercut à l'autre, et c'est essayer d'un peu décortiquer le débat politique pour essayer de comprendre un peu ce qui se cache derrière les mots, quels sont les rapports de pouvoir qui se cachent derrière les mots, les idéologies qui se cachent derrière les mots, et voir comment on peut pas raconter d'autres histoires plutôt que de se laisser enfermer dans les histoires de son adversaire. Super, j'espère que ça donnera envie aux gens d'aller le lire. J'espère, je le souhaite. Avant de passer à la dernière partie, je vous propose une petite pause et on se retrouve juste après. Et nous voilà de retour pour cette dernière partie, pour conclure cette soirée avec Monsieur Debras, avec quelques questions sur votre futur, comment vous pouvez imaginer aussi d'autres choses. Et je vais laisser Astrid mener cette partie. C'est parti. Première question, si vous deviez changer de carrière demain, qu'est-ce que vous feriez ? Alors, comme je disais, ça c'est assez facile. En fait, je me suis toujours dit que si je devais recommencer des études, je ferais ou psycho,
parce que j'adore interroger le psyché humain, ou architecture. Mon grand-père était architecte, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et en fait, du coup, comment lier les deux et me retrouver? En fait, il y a une chose que je trouve fascinant, c'est l'architecture des places publiques, oui. de voir comment en fait la construction d'un lieu public peut déterminer en fait des manifestations, ou déterminer des mouvements de foule, ou déterminer des représentations dans l'espace, ou déterminer des émotions et des ressentis. Et donc c'est comment en fait l'architecture peut influencer en fait la représentation d'un individu dans sa ville. Comment est-ce qu'on peut, avec des systèmes totalisants, enfermer, ou à l'inverse justement, comment est-ce qu'on peut aussi émanciper, ouvrir, faire dialoguer, créer des lieux de rencontre à travers l'architecture. Donc je sais pas comment ça s'appelle, mais architecture des places ou des grands espaces pour essayer de faire pour faire se rencontrer comme ça et dialoguer, avoir des lieux de manifestation, de rencontres et d'émulsion, voilà. Des grandes places partout. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des alternatives de construction, justement? Alternative, non, j'ai pas cette prétention-là, mais j'ai quelques bouquins d'architecture chez moi, où j'aime bien un peu voir les courbures des bâtiments, les formes, etc. Ouais, c'est un truc que je trouve assez passionnant. Et c'est vrai que j'ai plutôt une tendance... pas forcément les grands ponts ou les grands buildings, etc., mais un peu les places, les espaces verts, les points d'eau, comment tout ça s'organise en fait dans une ville. Ok, super. C'est quoi votre grand prochain projet futur? Alors, ça va aller assez vite. Logiquement, ça devrait s'ouvrir d'ici 1 mois ou 2 mois. Ah oui. En fait, l'idée, c'était en parallèle. Donc, il y a le bouquin Discours contre discours et discours alternatifs que je viens de paraître, mais en même temps, qui est à la fois indépendant, mais qui fait une chambre d'écho supplémentaire. C'est là, je vais bientôt sortir un MOOC, donc un cours en ligne, accessible à toutes et à tous, qui s'intitule La fabrique des discours. Et donc qui est un cours que tout le monde pourra suivre, qui sera gratuit et qui permet à chacun soit de décortiquer le discours politique et comment est-ce qu'il est construit, mais qui soit aussi un espèce d'exercice de rhétorique pour s'approprier la parole, raconter ses propres histoires et participer au débat public. Donc c'est un MOOC qui va sortir sur FunMOOC assez prochainement sur la fabrique des discours politiques. Bah, on attend ça au tournant. Ouais. Question phare de notre émission, on adore la poser. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Ouais. C'est une bonne question, ça. Celle-là, on aime beaucoup la poser. Elle fait réfléchir souvent aussi. Ah oui, c'est pas simple. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Avec vous, pour un feedback des 10 dernières années. Ce serait incroyable. Non, ça c'est une bonne question. Je sais pas où je me vois, mais j'espère que je serai bien entouré et qu'il y aura toujours du dialogue, de l'échange et du partage. Oui. Et que Plus encore peut-être. Et que je continuerai à rencontrer... parce qu'autant je parlais des jeunes et de la recherche que j'ai fait, mais là j'ai une nouvelle recherche qui est financée par la Haute École Libre Mozanne, donc ELMO, sur les moyens d'information des jeunes et les différentes sources d'information qu'ils consultent. Et en fait, pour boucler la boucle, j'avoue que l'enseignement, le partage, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et autant les discours d'extrême droite, les discours complotistes, ça peut un peu... démotiver ou rendre triste, et souvent on me dit mais François, comment tu fais pour tenir le coup? Et en fait c'est grâce à mes étudiantes et à mes étudiants, donc j'espère que je me vois dans 10 ans toujours avec eux. Super. Dans une classe, voilà. Dans une petite classe. Eh bien, pour conclure cette partie, quelle recommandation est-ce que vous feriez pour mieux comprendre le monde et ces enjeux, mais aussi peut-être agir dans ce monde. Oui, c'est de le pratiquer. En fait, moi, je pense que il y a le discours, il y a l'analyse, il y a la théorie, et puis il y a la pratique. Et je pense que un des meilleurs moyens pour comprendre le monde, c'est de participer au monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désenchantement par rapport à la politique, et peut-être qu'un des moyens d'avancer, c'est de participer. Alors les participations, elles peuvent être multiples. Souvent, on a un regard défaitiste en expliquant les jeunes lisent de moins en moins, s'engagent moins en moins en politique, etc. Mais en fait, je crois qu'il y a d'autres moyens de participation auxquels on ne pense pas
de prime abord. Et moi, je me rends compte que, pour revenir... En fait, je reviens à chaque fois à cette enquête parce qu'elle m'a énormément nourri, mais les jeunes que j'ai pu rencontrer, il y en a qui ont, donc, comme je disais, tiré au sort des délégués de classe, parce qu'ils étaient contre la logique électorale, qui considéraient que c'était toujours les meilleurs de la classe qui allaient dialoguer. Il y en a qui ont voulu féminiser des noms de classe et des noms de rues dans leur environnement. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui avaient fait une espèce de grève, entre guillemets, dans leur école parce qu'ils se sont rendus compte que les distributeurs de boissons, toutes les marques étaient liées à Coca-Cola. Et donc, ils ont voulu lutter contre ça. Et finalement, l'école a bien voulu casser le contrat qu'elle avait avec les entreprises de vente. Et donc, il y avait différentes boissons qui n'étaient pas liées qu'à une seule marque, à une marque comme Coca-Cola. Et donc, c'est intéressant de voir que je pense qu'au niveau micro, on a souvent beaucoup plus de prise que ce qu'on peut penser. Et donc, agir dans sa sphère d'influence, que ce soit agir dans sa famille, que ce soit agir avec ses amis, que ce soit agir dans son école. Et on se rend compte que petit à petit, on va prendre confiance en soi. On va rencontrer différentes personnes, on va tisser tout un maillage comme ça de relations, de connaissances qui vont en fait nous faire grandir dans nos cercles et nous donner un sentiment de confiance et de possibilité d'action sur le monde. Et donc je pense que commencer par le local pour petit à petit essayer de rayonner, ça peut être une piste tout à fait intéressante. Donc je crois qu'il ne faut jamais désespérer, il faut partir de soi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, et puis petit à petit grandir. Super, beau message pour la fin de cette émission. Bien, merci d'être venu aujourd'hui, c'était très intéressant. Merci à vous aussi pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir. On s'est dit qu'1h30 ce n'était pas assez. Je vais faire ma chronique alors, j'ai juste le temps de la faire, et Allez. Comme ça on finira là-dessus. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de l'inflation et du détroit d'Ormuz. Alors, depuis le début de cette année, Trump nous a surpris. Après avoir enlevé un dirigeant étranger, le voilà à bombarder depuis près d'un mois l'Iran. Pays qui, après des manifestations réprimées dans le sang, se retrouve bombardé. Une situation qui pose question sur les objectifs de Trump, mais ça, c'est un autre sujet. Alors l'inflation, c'est quoi ? C'est l'augmentation des prix qui n'est pas due à une augmentation de la valeur intrinsèque. C'est comme si votre baguette passait de 2,10€ en jour 1 à 2,50€. La même chose coûte plus cher ou l'argent vaut moins. Mais pourquoi la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz augmentent l'inflation ? Eh bien parce qu'une part importante du gaz et du pétrole y circule. Le blocage diminue la quantité offerte, ce qui fait mécaniquement augmenter les prix de cette denrée. Et si cette denrée est si importante dans l'analyse de l'inflation, c'est parce qu'elle sert à produire de l'électricité. C'est surtout cette électricité-là, mais aussi les produits pétroliers dans nos carburants et dans nos engrais qui créent cette augmentation de l'inflation. Comme l'électricité sert énormément dans notre production, une augmentation du coût de l'électricité augmente les coûts de production que le consommateur finit par payer. Alors tout le monde propose des solutions, si c'est une crise passagère, il n'y a pas besoin de beaucoup de mesures, mais si la crise dure, ça devient quelque chose que les États, les entreprises et les citoyens devront discuter pour trouver des solutions. Je ne commenterai pas ici les propositions des uns et des autres, mais comme souvent, ce sont les plus pauvres qui seront les plus touchés. Les anticipations d'inflation de l'OCDE visent particulièrement la nourriture et l'électricité, des biens dans lesquels les ménages les moins aisés consacrent une part plus importante que les déciles les plus élevés. Alors, sans commenter nos politiciens, je ne peux m'empêcher de conclure par une demande à ceux-ci. Ayez la décence de penser à une stratégie pour notre autonomie énergétique sur le long terme. Pensez à une stratégie pour décarboner notre production électrique sans tomber dans un dogme spécifique. Écoutez les experts en production électrique, les économistes, les scientifiques du GIEC et surtout, écoutez vos citoyens. Merci Romain pour cette belle chronique. On conclut donc aujourd'hui là-dessus. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, on ne fera pas d'émission, comme ça vous êtes prévenus. Mais n'hésitez pas à aller réécouter nos émissions qu'on a déjà faites sur YouTube finalement. Voilà. Une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde et bisous les amis.